Un chant de Noël de Charles Dickens. Quatrième couplet. Le dernier des esprits. En silence, d'un pas lent et grave, l'apparition approcha. Quand elle arriva près de Scrooge, celui-ci mit un genou en terre, car dans l'air même où il se déplaçait, cet esprit semblait répandre la tristesse et le mystère. Une longue robe d'un noir intense l'enveloppait tout entier et cachait sa tête, son visage, la forme de son corps, ne laissant apercevoir qu'une main tendue. Sans cette main, il eût été difficile de distinguer cette silhouette des ombres de la nuit et de la séparer de l'obscurité qui l'entourait. Lorsque l'apparition vint se placer à ses côtés, Scrooge sentit qu'elle était grande et majestueuse et que sa présence mystérieuse l'emplissait d'une crainte solennelle. Mais il n'en apprit pas davantage car l'esprit ne prononça aucune parole, ne fit aucun geste. « Je suis en présence du fantôme des Noëls à venir, » dit Scrooge. L'esprit ne répondit pas, mais la main tendue en avant indiqua la voix. « Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveront dans la suite des temps, » poursuivit Scrooge. « Est-ce cela, esprit ?» La partie supérieure de la robe se contracta un instant par le rapprochement de ses plis, comme si l'esprit avait incliné la tête. Ce fut la seule réponse qu'obtint Scrooge. Quoiqu'il eût déjà bien l'habitude de fréquenter des esprits, Scrooge craignait tant cette forme silencieuse que ses jambes se mirent à trembler et à se dérober lorsqu'il se prépara à suivre l'esprit. Celui-ci s'arrêta un instant comme s'il avait remarqué son trouble et lui laissait le temps de se remettre. Mais Scrooge n'en fut que plus agité. Un frisson d'horreur vague, confuse, lui parcourut le corps à l'idée que, derrière ce sombre linceul, des yeux de fantôme étaient attentivement fixés sur lui et que, malgré tous ses efforts, ses propres yeux ne distinguaient qu'une main de spectre et une grande masse noire. « Fantôme de l'avenir !» s'exclama-t-il. « Je vous redoute plus qu'aucun des spectres que j'ai déjà vus. Mais comme je sais que vous voulez mon bien et que j'espère vivre pour devenir autre que celui que j'étais, je suis prêt à vous tenir compagnie, le cœur reconnaissant. Ne voulez-vous donc pas me parler ?» Pas de réponse. La main était toujours tendue droit devant eux. « Guidez-moi, » dit Scrooge. « Guidez-moi. La nuit avance rapidement. C'est un temps précieux pour moi, je le sais. Esprit, guidez-moi. » Le fantôme s'éloigna de la même manière qu'il s'était approché. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe et il lui sembla que cette ombre le soulevait et l'emportait. On ne pourrait dire précisément qu'ils entrèrent dans la ville. Ce fut plutôt la ville qui sembla surgir autour d'eux et les entourer d'elle-même. Toujours est-il qu'ils y étaient, en son cœur même, à la bourse, parmi les négociants qui allaient et venaient d'un pas pressé, faisant sonner l'argent dans leurs poches, causaient affaires en groupe, regardaient leurs montres et jouaient d'un air pensif avec leurs grands cachets d'or, et ainsi de suite, comme Scrooge les avait souvent vus faire. L'esprit s'arrêta à côté d'un petit groupe d'hommes d'affaires. Scrooge, qui avait remarqué que la main était tendue dans leur direction, s'approcha pour écouter leur conversation. « Non !» disait un homme grand et gros, au menton monstrueux. « Quoi qu'il en soit, je ne sais que peu de choses, je sais seulement qu'il est mort. »« C'est arrivé quand ?» demanda un autre. « La nuit dernière, je crois. »« Mais de quoi est-il mort ?» s'enquit un troisième en prenant une énorme prise de tabac dans une très grande tabatière. « Je croyais qu'il ne mourrait jamais. »« Dieu seul le sait, » reprit le premier avec un bâillement. « Qu'a-t-il fait de son argent ?» demanda un monsieur au visage rubicond et dont le bout du nez s'ornait d'une excroissance charnue qui pendillait et s'agitait comme les caroncules d'un dindon. « Je n'en ai pas entendu parler, » fit l'homme au gros manteau, en bâillant de nouveau. « Un légat sa firme, peut-être. Pas moi, en tout cas. C'est tout ce que je sais. » Cette plaisanterie fut accueillie par un éclat de rire général. « L'enterrement, dit le même interlocuteur, ne va probablement pas coûter cher car ma parole, il n'y a personne à ma connaissance pour y aller. Et si nous organisions un groupe de volontaires ? Ça ne me dérange pas d'y aller si on nous sert à déjeuner, observa le monsieur qui avait l'excroissance sur le nez. Mais si je fais partie du groupe, il faut me nourrir. Nouveaux éclats de rire.
« Eh bien, après tout, dit celui qui avait pris le premier la parole, je vois que je suis encore le plus désintéressé de vous tous, car je ne porte jamais de gants noirs et je ne déjeune jamais. Mais je suis volontaire pour y aller, si quelqu'un d'autre en fait autant. C'est qu'en y réfléchissant, je ne suis vraiment pas sûr de n'avoir pas été son ami le plus intime, car nous nous arrêtions pour échanger quelques mots chaque fois que nous nous rencontrions. Au revoir. » Interlocuteurs et auditeurs se dispersèrent et allèrent se mêler à d'autres groupes. Scrooge connaissait tous ces hommes. Il tourna ses regards vers l'esprit pour lui demander une explication. Le fantôme se glissa dans une rue et montra du doigt 2 individus qui s'abordaient. Scrooge se remit à écouter, croyant trouver là l'explication. Il connaissait également très bien ces hommes-là. C'étaient 2 négociants, des gens très riches et très influents. Il avait toujours pris soin de se faire estimer d'eux, au point de vue des affaires, s'entend, purement et simplement au point de vue des affaires. « Comment vous portez-vous » dit l'un. « Et vous » répondit l'autre. « Bien » fit le premier. « Le malin a donc enfin repris son bien, hein ?»« À ce qui paraît, » répliqua le second. « Il fait froid, n'est-ce pas ?»« En temps de saison. Vous ne patinez pas, j'imagine ?»« Non, bien autre chose à penser. Bonne journée. » Pas un mot de plus. C'est ainsi que se passèrent leurs rencontres, leurs conversations et leurs séparations. Au début, Scrooge avait tendance à s'étonner que l'esprit attachât de l'importance à des conversations en apparence si banales. Mais, convaincu qu'elles devaient avoir un sens caché, il se mit à réfléchir à ce que cela pouvait bien être. Il était difficile de supposer qu'elles avaient le moindre rapport avec la mort de Jacob, son vieil associé, car cette mort appartenait au passé, et le domaine de ce fantôme, c'était l'avenir. Il ne voyait personne non plus dans son entourage proche à qui les appliquer. Toutefois, quelle que fût l'identité de la personne à qui elle s'appliquait, à n'en pas douter, elle contenait quelque morale secrète qui ferait de lui un homme meilleur. Il résolut donc de garder précieusement en mémoire tout ce qu'il entendrait et verrait, mais surtout d'observer attentivement son ombre à lui lorsqu'elle lui apparaîtrait. Car il escomptait bien que la conduite de celui-même du futur lui fournirait l'indice manquant et lui permettrait de trouver sans peine la solution de toutes ces énigmes. Du regard, il chercha sa propre image sur place. Mais un autre occupait son coin habituel, et quoique l'horloge indiquât l'heure où il venait d'ordinaire à la bourse, il ne vit personne qui lui ressemblât parmi cette multitude qui se pressait sous le porche pour entrer. Il ne s'en étonna pas vraiment, néanmoins, car depuis qu'il avait eu ses premières visions, il avait médité un changement de vie. Il pensa et espéra donc voir dans cette absence la conséquence de ses nouvelles résolutions. À ses côtés, silencieux et sombre, se tenait le fantôme, la main toujours tendue. Quand Scrooge s'arracha de ses recherches pensives, il s'imagina, d'après la direction de cette main, et sa position par rapport à lui, que les yeux invisibles le regardaient avec intensité. À cette idée, il eut un frisson et se sentit glacé. Ils quittèrent ce lieu affairé pour se rendre dans un quartier obscur de la ville où Scrooge n'avait pas encore pénétré, quoiqu'il en connût parfaitement l'emplacement et la mauvaise renommée. Les rues étaient étroites et très sales, les boutiques et les maisons misérables, les gens ivres en savates, hideux et à demi nus. Pareil à des égouts, les ruelles et les passages voûtés vomissaient dans ce labyrinthe de rues leurs odeurs repoussantes, leurs immondices et leurs ignobles humanités. Et tout le quartier empestait le crime, la crasse et la misère. Au fond de ce repère infâme, il y avait une boutique basse qui faisait saillie sous le toit d'un appentis et où l'on pouvait se procurer de la ferraille, des vieux chiffons, des vieilles bouteilles, des os et des déchets tout gras. À l'intérieur s'entassaient à même le sol des clés rouillées, des clous, des chaînes, des gonds, des limes, des balances, des bois et de la ferraille de toutes sortes mise au rebut. Des secrets que peu de personnes auraient envie de pénétrer naissaient et se dissimulaient sous des manceaux de guenilles sans allure, des masses de graisse rance et des sépulcres d'ossements. Assis au milieu des marchandises dont il faisait le commerce, près d'un réchaud à charbon de bois, fait de vieilles briques, se trouvait un vieux fripon aux cheveux blanchis par l'âge, de près de 70 ans. Il s'était fait un écran pour se protéger de l'air froid du dehors au moyen d'un rideau crasseux, composé de lambeaux dépareillés suspendus à une corde, et il fumait sa pipe en savourant sa paisible solitude. Scrooge et le fantôme se retrouvèrent en présence de cet homme juste au moment où une femme chargée d'un lourd paquet entra discrètement dans la boutique. Mais à peine venait-elle d'y pénétrer qu'une autre femme pareillement chargée entra à son tour. Cette dernière fut suivie de près par un homme vêtu d'un habit noir râpé qui ne parut pas moins surpris de les voir qu'elle ne l'avait été de se reconnaître l'une l'autre. Au bout de quelques instants de stupéfaction muette, au cours desquels le vieil homme à la pipe s'était joint à leur groupe, ils éclatèrent de rire tous les trois. « On peut compter sur la femme de ménage pour arriver la première !» s'écria celle qui était entrée d'abord. « On peut compter sur la blanchisseuse pour arriver en second et sur le croque-mort pour arriver le troisième. Dites donc, le vieux Joe, en voilà un hasard. On dirait bien qu'on se retrouve tous les trois ici sans même s'être donné le mot. »« Vous n'auriez pas pu mieux choisir l'endroit !»
dit le vieux Joe en retirant sa pipe de sa bouche. « Venez au salon. Ça fait longtemps que tu y as tes entrées, tu le sais bien. Et les deux autres, c'est pas des étrangers non plus. Attendez que je ferme la porte de la boutique. Oh, ce qu'elle hurle. Y a pas ici de bout de métal plus rouillé que ces égons, je crois bien. Et y a pas ici d'os aussi vieux que les miens, pour sûr. Nous sommes tous là où il faut et tous bien assortis. Venez au salon. Allez, venez. » Le salon était l'espace séparé de la boutique par le rideau de loques. Le vieil homme remua le feu avec un vieux barreau de rampe d'escalier, puis il moucha sa lampe fumeuse, car il faisait nuit, avec le tuyau de sa pipe avant de se le remettre dans la bouche. Pendant ce temps-là, la femme qui avait déjà parlé jeta son paquet à terre. D'un air de bravade, elle s'assit sur un tabouret et se croisa les bras sur les genoux en regardant hardiment les deux autres, comme pour les défier. « Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire, Madame Dilber ?» dit-elle. « On a bien le droit de penser d'abord à soi. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il a toujours fait. »« Ça, c'est bien vrai, » fit la blanchisseuse. « Personne plus que lui. »« Eh bien alors, pas besoin de rester là, regarder fixement la mer comme si vous aviez peur. Qu'il saura ? On va quand même pas se chercher la petite bête, je suppose. »« Ah, ça, non, » dirent en même temps Madame Dilber et l'homme. « Ce serait malheureux. » « Eh bien alors !» s'écria la femme. « Ça suffit comme ça ? Et à qui est-ce qu'elle manque, ces babioles ? Pas à un mort, je suppose. »« Ah, ça non !» dit Madame Dilber en riant. « S'il voulait les conserver après sa mort, ce méchant vieux grigou, poursuivit la femme, pourquoi n'a-t-il pas été comme tout le monde quand il était en vie ? Si ça avait été le cas, il aurait eu quelqu'un pour s'occuper de lui lorsque la mort est venue le frapper, au lieu de rester tout seul dans son lit à rendre le dernier soupir. » « Alors là, on n'a jamais rien dit de plus vrai, » ajouta Madame Dilber. « Il n'a eu que ce qu'il méritait. »« À mon goût, il aurait pu en avoir un peu plus encore, » répliqua la femme. « Et il en aurait effectivement eu plus compté sur moi si j'avais pu mettre la main sur autre chose. » « Ouvre donc ce paquet, vieux Joe, et voyons ce que cela vaut. Parle franchement. J'ai pas peur de passer la première, ni que les autres ils aillent le voir. Avant de se rencontrer ici, on savait très bien qu'on se servait, je crois. Y a pas de mal à cela. Allez, ouvre le paquet, Joe. » Mais ses amis, pleins de courage, ne voulurent pas le permettre, et l'homme à l'habit noir râpé, montant le premier sur la brèche, produisit le sien de butin. Celui-ci n'avait rien de considérable. Un cachet ou deux, un porte-crayon, une paire de boutons de manche et une broche sans grande valeur, voilà tout. Le vieux Joe examina individuellement et estima chacun de ces objets. À la craie, il inscrivit sur le mur les sommes qu'il était disposé à donner pour chacun d'eux et en fit le total lorsqu'il vit qu'il n'y avait plus d'autres articles. « Voilà ce qui vous revient, dit-il. Et je ne donnerai pas un sou de plus, quand bien même on devrait me faire rôtir un petit feu. À qui le tour ? » C'était le tour de Madame Dilber. Des draps et des serviettes de toilette, quelques vêtements, 2 cuillères à thé en argent, modèle ancien, une pince à sucre et quelques bottines. On lui fit son compte sur le mur de la même manière. « Je donne toujours trop, dame, c'est une de mes faiblesses, et c'est comme ça que je me ruine, » dit le vieux Joe. « Voilà ce qui vous revient. Si vous me demandiez un sou de plus à débattre, je me repentirais d'avoir été si généreux, et je baisserais d'une demi-couronne. »« Et maintenant, Joe défait le mien de paquet, » dit la première femme. Joe se mit à genoux pour se faciliter la tâche, et après avoir défait une grande quantité de nœuds, il tira du paquet une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre. « Qu'est-ce que c'est que ça, selon toi ?» dit-il. « Des rideaux de lit ?»« Ha !» répondit en riant la femme, et elle se pencha en avant, les bras croisés. « Des rideaux de lit !»« Tu vas pas me faire croire que tu les as enlevés, les anneaux et tout, pendant qu'il était encore là sur son lit ?» demanda Joe. « Mais si !» répliqua la femme. « Et pourquoi pas ?»« Allons, tu es né pour faire fortune, » dit Joe, « et tu y arriveras certainement. »« Je vais certainement pas me retenir la main quand il suffit de l'étendre pour prendre quelque chose. Par égard pour un homme comme lui, ça tu peux me croire, Joe, » rétorqua calmement la femme. « Et ne laisse pas tomber de cette huile sur les couvertures maintenant. »« Ces couvertures à lui ?» demanda Joe. « Et à qui d'autre que tu crois ?» répondit-elle. « Il risque pas d'attraper froid sans, si tu veux mon avis. »« J'espère au moins qu'il n'est pas mort de quelque chose de contagieux, hein ?» dit le vieux Joe en interrompant son travail et en relevant la tête. « Pas besoin d'avoir peur pour ça, répliqua-t-elle. Si ça avait été le cas, je suis pas assez folle de sa compagnie pour traîner près de lui, tout ça pour ça. Oh, tu peux t'user les yeux et examiner cette chemise, t'y trouveras pas le moindre trou, ni même un endroit élimé. C'était sa meilleure et elle est belle. Sans moi, elle se serait fait gaspiller. »« Qu'est-ce que t'appelles gaspiller ?» demanda le vieux Joe. « La lui mettre pour l'enterrer avec, pour sûr, répondit-elle en riant. Il y a eu quelqu'un d'assez stupide pour faire ça, mais je la lui ai enlevé. Si du calicot n'est pas assez bon pour un tel usage, alors c'est qu'il est pas assez bon pour rien. C'est aussi saillant sur un corps. Le bonhomme ne peut pas être plus laid qu'il n'était avec celle-ci. » Scrooge écoutait ce dialogue avec horreur. Tous ces gens-là, assis en groupe autour de leur butin à la faible lueur de la lampe du vieil homme, lui causaient un sentiment d'aversion et de dégoût qui n'aurait guère été moins prononcé si ça avait été des démons hideux en train de marchander le cadavre lui-même.
Poursuivit la même femme en riant, lorsque le vieux Joe sortit un sac de flanelle contenant de l'argent et compta à chacun sur le plancher la somme qui lui revenait. Et voilà comment ça se finit, vous voyez. De son vivant, il a fait fuir tout le monde, tout ça pour nous en faire profiter après sa mort. Esprit, dit Scrooge en frissonnant de la tête aux pieds. Je comprends. Le cas de ce malheureux pourrait être le mien. C'est là que mène une vie comme la mienne maintenant. Seigneur miséricordieux, que vois-je ? Il recula de terreur car la scène avait changé et maintenant voici qu'il touchait presque un lit. Un lit nu, son rideau et sur lequel, complètement recouvert d'un drap déchiré, gisait quelque chose dont le silence même révélait la nature en un terrible langage. La chambre était très sombre, trop sombre pour être observée avec exactitude. Obéissant à une impulsion secrète, désireux qu'il était de savoir de quel genre de chambre il s'agissait, Scrooge y promena pourtant ses regards curieux. Une pâle lumière montait du dehors et tombait directement sur le lit, et sur ce lit se trouvait le cadavre de cet homme, dépouillé, abandonné de tous, sans personne pour le veiller, le pleurer et lui rendre les derniers hommages. Scrooge jeta un regard vers le fantôme qui de sa main immobile lui indiquait la tête du mort. On l'avait recouverte avec tant de négligence qu'il aurait suffi à Scrooge de soulever à peine le drap du bout du doigt pour mettre ce visage à nu. Scrooge y songea. Il comprit combien c'était facile à faire et en éprouva le vif désir. Mais il ne fut pas davantage en son pouvoir d'écarter ce voile que de renvoyer l'apparition qui se tenait à côté de lui. Ô froide, rigide, épouvantable mort, dresse ici ton autel et orne-le de toutes les terreurs dont tu disposes, car en vérité tu es ici dans ton domaine. Mais d'une tête aimée, respectée et honorée, tu ne peux asservir un seul cheveu à tes redoutables desseins, ni rendre un seul trait détestable. La main peut bien devenir pesante et retomber quand on la lâche, le cœur et le pouls peuvent bien cesser de battre, mais cette main fut naguère ouverte, généreuse et loyale, ce cœur brave, chaleureux et tendre, ce pouls, celui d'un homme, frappe, et vois jaillir de la blessure les bonnes actions de cet homme. Elles sèmeront de par le monde la vie immortelle. Aucune voix ne prononça ces paroles aux oreilles de Scrooge. Il les entendit cependant lorsqu'il regarda le lit. Si cet homme pouvait ressusciter, pensait-il quelles seraient ses premières pensées ? L'avarice, les affaires sans état d'âme, les soucis ennuyeux, tout ceci l'a conduit à une belle fin, en vérité. Il gisait là, dans cette maison déserte et sombre, sans même un homme ou une femme ou un enfant pour dire « Il fit preuve de bonté envers moi en telle ou telle circonstance, et en souvenir d'un seul mot de bonté, je ferai à mon tour preuve de bonté envers lui. » Un chat grattait à la porte et sous la pierre du foyer, on entendait des rats ronger quelque chose. Que venait-il donc chercher dans cette chambre mortuaire ? Pourquoi était-il si agité, si troublé ? Scrooge n'osa y penser. « Esprit, dit-il, ce lieu est effrayant. Lorsque je vais le quitter, la leçon qu'il me donne ne me quittera pas l'esprit, croyez-moi. Partons. » Mais toujours de son doigt immobile, le fantôme indiquait la tête du mort. « Je vous comprends, répondit Scrooge, et je le ferais si je pouvais, mais je n'en ai pas le pouvoir, esprit, je n'en ai pas le pouvoir. » Celui-ci sembla le regarder de nouveau avec une attention marquée. « S'il y a une seule personne dans cette ville qui ressente de l'émotion à la mort de cet homme, dit Scrooge d'une voix pleine d'angoisse, montrez-la moi, esprit, je vous en conjure. » Un instant, le fantôme étendit sa robe sombre devant lui comme une aile, puis il la replia et fit apparaître une pièce éclairée par la lumière du jour, où se trouvait une mère et ses enfants. Elle attendait quelqu'un, et ce avec une impatience inquiète, car elle allait et venait dans la pièce et tressaillait au moindre bruit. Elle regardait par la fenêtre, jetait les yeux sur la pendule, essayait mais en vain de recourir à son aiguille, et pouvait à peine supporter les voix des enfants qui jouaient. Enfin le coup tant attendu retentit à la porte. Elle courut ouvrir, c'était son mari. C'était un homme encore jeune, mais il avait le visage marqué par les soucis et le chagrin. On y lisait pourtant à ce moment une expression remarquable, une sorte de joie grave dont il avait honte et qu'il s'efforçait de réprimer. Il s'assit pour manger le dîner que sa femme avait tenu au chaud pour lui près du feu. Quand elle lui demanda d'une voix hésitante quelles étaient les nouvelles, ce qu'il ne fit qu'au bout d'un long silence, il parut embarrassé de lui répondre. « Sont-elles bonnes, dit-elle, pour l'aider, ou bien mauvaises ?»« Mauvaises, répondit-il. »« Alors nous sommes complètement ruinés ?»« Non. Il y reste un espoir, Caroline. »« Si quelqu'un comme lui se laisse attendrir, c'est qu'il en reste, dit-elle, stupéfaite. Si un tel miracle s'est produit, alors plus rien n'est désespéré. » « Il ne peut plus se laisser attendrir, dit le mari. Il est mort.
Si l'on pouvait en croire son visage, c'était une personne douce et patiente que cette femme. Cependant, lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle ne put s'empêcher de remercier le ciel du fond de l'âme et de le dire tout haut, les mains jointes. L'instant d'après, elle en avait demandé pardon au ciel, pleine de remords. Mais le premier mouvement était parti du cœur. En fait, ce que cette femme à moitié ivre dont je t'ai parlé hier soir m'a dit quand j'ai essayé de le voir pour obtenir de lui une semaine de délai, ce que j'ai pris pour une simple excuse pour m'éviter, était la stricte vérité. À ce moment-là, elle était déjà fort malade. Et même mourant. À qui notre dette va-t-elle être transférée ? Je n'en sais rien. Mais avant que cela ne se produise, nous aurons la somme. Je n'en sais rien. Mais avant que cela ne se produise, nous aurons la somme. Et même si nous ne l'avions pas, ce serait vraiment jouer de malchance que de trouver dans son successeur un créancier aussi impitoyable. Nous pouvons dormir le cœur léger cette nuit, Caroline. Oui, ils avaient beau atténuer cette sensation, ils avaient le cœur plus léger. Groupés en silence autour d'eux afin d'entendre une conversation à laquelle ils comprenaient si peu, les enfants avaient le visage plus animé. La mort de cet homme rendait donc un peu de bonheur à une famille. La seule émotion suscitée par l'événement que le fantôme avait à lui montrer était du plaisir. « Esprit, faites-moi voir une scène de tendresse liée à la mort de quelqu'un, » dit Scrooge. « Sinon la chambre sombre que nous venons de quitter restera à jamais gravée dans ma mémoire. » Le fantôme le guida à travers plusieurs rues qui lui étaient familières. Tout en le suivant, Scrooge regardait de côté et d'autre dans l'espoir de retrouver sa propre image. Il ne la vit nulle part. Ils entrèrent dans la maison du pauvre Bob Cratchit, dans cette demeure qu'il avait déjà visitée. Ils y trouvèrent la mère et les enfants, assis autour du feu. Ils étaient calmes, très calmes. Les bruyants petits Cratchit étaient tous deux dans un coin, immobiles comme des statues. Ils avaient les yeux levés vers Peter, qui tenait un livre ouvert devant lui. La mère et ses filles cousaient. Mais qu'ils étaient donc calmes. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Où Scrooge avait-il entendu ces paroles ? Il ne les avait pas rêvées. Ce jeune garçon était sans doute en train de les lire à voix haute au moment où l'esprit et lui avaient franchi le seuil. Pourquoi ne poursuivait-il pas sa lecture ? La mère posa son ouvrage sur la table et porta une main au visage. « La couleur me fait mal aux yeux, dit-elle. »« La couleur ? Ah, pauvre petit Tim. »« Ils vont mieux maintenant, dit la femme de Cratchit. C'est de travailler à la bougie qui les fatigue, mais je ne voudrais pour rien au monde laisser votre père voir mes yeux fatigués quand il rentrera. Ce doit être bientôt son heure. »« Elle est même passée, répondit Peter en fermant son livre. Mais il va un peu moins vite, je trouve, depuis quelques soirs, mère. » Le calme régna à nouveau parmi eux. D'une voix ferme et gaie qui n'hésita qu'une seule fois, la mère finit par reprendre. « J'ai connu un temps où il marchait vite, très vite même, en portant petit Tim sur ses épaules. »« Et moi aussi !» s'écria Peter. « Souvent. »« Et moi aussi !» s'exclama un autre. « Et c'était pareil pour tous. » « Oui. Mais petit Tim était très léger à porter, » reprit la mère, penchée attentivement sur son ouvrage. « Et puis son père l'aimait tellement que ce n'était rien, vraiment rien. »« Oh mais voici votre père, il est à la porte. » Elle se précipita à sa rencontre. Le petit Bob entra sans avoir enlevé son cache-nez. Il en avait bien besoin, pauvre diable. Son thé était prêt, au chaud sur la grille, et ce fut à qui le lui servirait le mieux. Puis les deux petits Cratchit grimpèrent sur ses genoux et posèrent chacune une petite joue contre le visage de leur père, comme pour lui dire « N'y pense plus, mon père, n'aie pas trop de chagrin. » Bob se montra très gai avec eux, il eut une parole agréable pour chacun. Il regarda l'ouvrage qui était posé sur la table et complimenta Madame Cratchit et les filles sur leur courage et leur rapidité. Elles auraient terminé bien avant dimanche, assura-t-il. « Dimanche ? Tu y es donc allé aujourd'hui, Robert ?» lui dit sa femme. « Oui, ma chérie, » répondit Bob. « Si seulement tu avais pu venir aussi, cela t'aurait fait du bien de voir comme cet endroit est verdoyant. Mais tu iras le voir souvent. Je lui ai promis que j'irai me promener le dimanche. »« Mon tout petit, » s'écria Bob. « Mon tout petit. » Il éclata brusquement en sanglots, sans parvenir à se retenir. S'il y était parvenu, c'est qu'il aurait été moins proche de son enfant, peut-être. Il quitta la pièce et monta dans celle du dessus, qui était gaiement éclairée et parée de guirlandes de Noël. Il y avait une chaise placée tout contre le lit de l'enfant, et à certains détails, on devinait que quelqu'un était venu s'y asseoir récemment. Le pauvre Bob s'y installa à son tour. Après quelques instants de réflexion qui lui permirent de retrouver son calme,
Il déposa un baiser sur le petit visage. Il acceptait ce qui s'était produit et redescendit, l'esprit apaisé. Ils se rapprochèrent tous du feu et se mirent à bavarder. Les filles et leur mère continuaient à coudre. Bob leur parla de l'extraordinaire bonté du neveu de Monsieur Scrooge, qu'il n'avait pourtant vu qu'une fois à peine. Lorsque ce jour-là, ce monsieur l'avait rencontré dans la rue et l'avait vu un peu, juste un petit peu abattu, voyez-vous, dit Bob, il lui avait demandé ce qui lui arrivait de si fâcheux. Sur quoi, poursuivit Bob, car c'est bien le monsieur le plus affable qu'on puisse voir, je lui ai tout raconté. « Je suis sincèrement désolé pour vous, monsieur Cratchit, m'a-t-il dit, pour vous et pour votre bonne épouse. À propos, comment a-t-il pu savoir cela, je n'en sais rien. Savoir quoi, mon chéri ? Eh bien, que tu es une bonne épouse, répliqua Bob. Mais tout le monde le sait, dit Peter. Très bonne observation, mon garçon, s'écria Bob. J'espère que tu as raison. Sincèrement désolé, m'a-t-il dit, pour votre bonne épouse. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit, a-t-il ajouté en me remettant sa carte, voici mon adresse. Je vous en prie, venez me trouver. Eh bien, j'ai été ravi, pas tant de ce qu'il pourrait un jour faire pour nous que de sa gentillesse naturelle. On aurait vraiment dit qu'il avait connu notre petit Tim et compatissait à notre peine. Je suis sûr que c'est un brave homme, dit Madame Cratchit. Tu en serais encore plus sûre, ma chérie, si tu pouvais le voir et lui parler. Retiens bien ce que je vais te dire, je ne serais pas du tout étonné s'il faisait avoir une meilleure place à notre Peter. Tu entends cela, Peter ? Dit Madame Cratchit. Et alors, s'écria l'une de ses sœurs, Peter fera la cour à une demoiselle et il se mettra en ménage. De quoi je me mêle ? Rétorqua Peter avec un large sourire. Ça finira bien par arriver un de ces jours, dit Bob. Même si tu as tout le temps d'y songer, mon garçon. Mais peu importe la façon dont nous nous séparerons les uns des autres et le moment où cela se produira, je suis sûr qu'aucun parmi nous n'oubliera le pauvre petit Tim, n'est-ce pas ? Ni cette première séparation chez nous. Jamais, père, s'écrièrent-ils tous. Et je sais, mes chéris, dit Bob, que lorsque nous nous souviendrons de sa patience et de sa douceur, alors qu'il n'était qu'un tout petit, nous ne songerons pas facilement à nous quereller, car ce serait oublier le pauvre petit Tim. Non, jamais, père, répétèrent-ils tous. J'en suis très heureux, dit le petit Bob. Oui, très heureux. Madame Cratchit l'embrassa, ses filles l'embrassèrent, les deux petits Cratchit l'embrassèrent. Peter et lui se serrèrent la main. Esprit de petit Tim, dans ton essence enfantine, tu émanais de Dieu. Spectre, dit Scrooge. Quelque chose me dit que le moment de nous séparer approche. Je le sais, sans savoir comment. Dites-moi qui était donc cet homme que nous avons vu sur son lit de mort. Comme auparavant, mais à une époque différente, se dit-il, car ses dernières visions semblaient ne pas avoir d'ordre, simplement, elles appartenaient à l'avenir. Le fantôme de Noël à venir le conduisit dans les endroits fréquentés par les hommes d'affaires, sans toutefois lui montrer son autre lui-même. D'ailleurs, l'esprit ne s'arrêta nulle part, il allait droit devant lui, un but précis en tête, semblait-il, et n'interrompit sa course que lorsque Scrooge l'implora de s'arrêter un instant. « C'est dans cette cour que nous traversons si vite que se trouve mon lieu de travail, » dit Scrooge, « et depuis longtemps. J'aperçois la maison. Laissez-moi contempler ce que je serai dans les jours à venir. » L'esprit s'arrêta, sa main était tendue dans une direction différente. « Là, voici la maison !» s'exclama Scrooge. « Pourquoi m'indiquez-vous un endroit plus loin ?» L'inexorable doigt ne changea pas de direction. Scrooge courut à la fenêtre de son bureau et regarda à l'intérieur. C'était toujours bien un bureau, mais pas le sien. Le mobilier n'était pas le même et celui qui était installé dans le fauteuil n'était pas lui. Le fantôme faisait toujours le même geste. Tout en se demandant où et pourquoi il était parti, Scrooge rejoignit le fantôme et le suivit jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière. C'était donc ici, sous terre, que gisait le malheureux dont Scrooge devait encore apprendre le nom. C'était un endroit remarquable, un endroit emmuré par les maisons avoisinantes, envahi par le gazon et les herbes sauvages, signe de la mort de la végétation plutôt que de sa vie. Un endroit encombré du trop-plein des sépultures, engraissé jusqu'à satiété. Oh, un endroit remarquable. Debout au milieu des tombes, l'esprit en indiquait une. Scrooge s'en approcha en tremblant. Le fantôme n'avait pas changé d'aspect. Dans sa forme solennelle pourtant, Scrooge, effrayé, crut reconnaître un augure nouveau. « Avant que je ne fasse un pas de plus vers la pierre tombale que vous me montrez, lui dit-il, répondez à cette seule question. Ces ombres sont-elles celles de ce qui doit être, ou seulement de ce qui peut être ?
Le doigt baissé, l'esprit désignait la tombe près de laquelle il se tenait. Les actions humaines présagent certaines conséquences qui deviennent inévitables si l'homme persévère dans cette voie, mais s'il y renonce, alors les conséquences changent. Dites-moi qu'il en est ainsi de tout ce que vous me montrez. L'esprit était toujours immuable. Scrooge s'approcha de lui, furtif, tremblant. Il suivit la direction du doigt et sur la pierre de la tombe abandonnée, il lut son propre nom. Ebenezer Scrooge. « C'est donc moi l'homme que j'ai vu sur son lit de mort ?» s'écria-t-il en se jetant à genoux. Le doigt se pointa vers lui avant de se diriger vers la tombe, comme avant. « Non, esprit, oh non, non !» Mais toujours le doigt était là, tendu. « Esprit !» s'écria Scrooge en se cramponnant à sa robe. « Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne serai jamais plus l'homme que j'aurais dû être si je ne vous avais connu. Pourquoi me montrer toutes ces choses s'il n'y avait plus aucune espérance pour moi ?» Pour la première fois, on lui dit que la main tremblait. « Bon esprit, poursuivit Scrooge en se prosternant à ses pieds, votre cœur vous dicte d'intercéder pour moi, de me prendre en pitié. Donnez-moi l'assurance qu'en changeant de vie, je puis encore modifier ces ombres que vous m'avez montrées. » La main bienveillante fut prise de tremblement. « J'honorerai Noël dans mon cœur et tâcherai d'en conserver le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Leurs trois esprits ne me quitteront plus, car je ne veux pas rester sourd aux leçons qu'ils m'ont enseignées. Oh, dites-moi que je puis effacer l'inscription gravée sur cette pierre. » Dans son angoisse, il saisit la main du spectre. Elle voulut se dégager, mais il l'en empêcha, car il avait puisé de la force dans sa prière. L'esprit, plus fort pourtant, le repoussa. Les mains levées pour le supplier une dernière fois d'inverser sa destinée, Scrooge vit le capuchon, et la robe du fantôme changeait d'aspect. L'esprit rapetissa, s'affaissa sur lui-même, et s'amenuisa pour faire place enfin à une colonne de lit. Vertrauten Weibe, die war schwanger, und als sie